Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette conférence des rencontres. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Monsieur Jean Lassalle, avec qui nous allons pouvoir échanger sur son parcours politique et sur l'actualité politique et internationale. Monsieur Lassalle, vous êtes né le 3 mai 1955 à Lourdes-sur-Sichère, dans les Pyrénées-Atlantiques. Fils de berger, vous êtes technicien agricole avant de devenir maire de la commune qui vous a vu naître à seulement 21 ans. C'est ainsi que commence votre carrière politique d'élu local. Au fil des ans, vous êtes élu conseiller général de votre département en 82 et vous devenez même vice-président de ce même conseiller général en 91. C'est en 2002 que vous entrez véritablement sur la scène politique nationale en devenant député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. En 2007, vous soutenez M. Bayrou en tant que candidat à l'élection présidentielle avant de rompre avec lui en 2016 quand vous fondez votre parti Résistons. Après avoir été 2 fois prétendant à la fonction suprême dans notre pays, vous avez décidé de ne pas vous représenter aux législatives de 2022 et n'occupez actuellement plus aucun mandat. Outre cette carrière, c'est par vos prises de position en faveur de la ruralité et votre présence médiatique que vous vous êtes fait connaître du grand public, que ce soit grâce à votre grève de la faim de 2006 ou votre port du gilet jaune à l'Assemblée nationale en 2018. Aujourd'hui, malgré votre retrait de la vie politique, vous gardez une certaine popularité. Conservez l'image d'un élu proche du peuple et résolument authentique et faites encore quelques apparitions médiatiques. Très cher public, avant de débuter notre conférence, rappelons que celle-ci se déroulera en 2 parties. Dans un premier temps, l'association des rencontres procédera à des questions pendant une petite heure. Et par la suite, nous ferons circuler un micro dans la salle et ce sera à vous, cher public, de poser vos questions. Encore une fois, nous vous remercions pour votre présence. Veuillez accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Monsieur Jean Lassalle. Bonne conférence à tous! Mettez-vous ici. Bonjour cher public, merci Monsieur Lassalle d'être ici pour répondre à nos questions. Alors commençons tout de suite avec le premier thème de la soirée, votre parcours politique. Monsieur Lassalle, vous avez été un élu de longue date, de 1977 à 2022, à différents postes, notamment maire, député, mais aussi conseiller général. Laquelle de ces fonctions vous a le plus donné le sentiment d'agir efficacement pour l'intérêt général? Indiscutablement, oui. Alors, bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Ah, oui, c'est toi le vice-président. Bien, merci d'abord. Je suis très honoré de venir dans cette déjà mythique université et université de Sciences Po. Moi qui ai eu tant d'étudiants, stagiaires, Sciences Po, puisque j'ai passé, je crois, 3 mandats sans un permanent à Paris. C'était les étudiants de Sciences Po qui faisaient le boulot. Voilà. Ils avaient des stages de longue durée, ça durait presque une année, je pense qu'ils étaient presque en fin d'année ou je ne sais quoi. Alors, maire, parce que j'avais très envie de l'être. J'avais eu envie de devenir maire à l'âge de 6 ans, alors que je ne parlais même pas encore français, parce que ma première langue a été le béarnais, la deuxième l'espagnol, compte tenu du fait que papa était berger, et que j'avais été mis avec des petits Espagnols de mon âge, en fréquentation, et j'avais appris la langue de Cervantes. Et puis, quand je suis rentré en première, enfin pas en première, dans la petite école, la plus élémentaire, quoi, enfin la plus... Il n'y avait pas à l'époque... Cours préparatoire, non, peut-être pas. Pas un mot de français. Voilà, mais j'avais envie de devenir maire parce que je trouvais que le maire faisait bien les choses, qu'il arrangeait les situations, qu'il calmait les gens. Et lorsqu'on parlait avec lui de l'avenir, moi j'écoutais parce que en fait il me demandait pas tellement mon avis, mais il me semblait
et qu'il avait le moral et qu'il était heureux de ce qu'il faisait. Voilà. Après, je le suis resté 42 ans. Parce que quand on se lance, la première et la plus difficile, c'est la première élection. Tout le monde y croyait. J'étais le seul à y croire. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui croyait que j'allais devenir maire. Parce que j'étais le plus jeune. Et monsieur le président Giscard d'Estaing avait abaissé le droit de vote de 21 à 18 ans et l'éligibilité des maires de 23 à 21 ans. Et celui qui avait été maire le plus jeune avant moi, l'avait été en 1929, je crois, à l'âge de 66 ans. Vous voyez, c'était un peu comme les papes, on attendait qu'ils soient quand même un peu mûrs pour commencer à se mettre au travail. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de chance, parce qu'il n'y avait pas de route pour venir chez moi. Il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone. Bref, il y avait quand même de quoi faire, quoi. Et j'ai commencé par déterrer tous les morts du cimetière, parce que le cimetière était trop petit, et je l'ai élargi sur le champ d'un voisin, sans aucune autorisation. Je peux vous dire que j'ai entendu parler du pays. Voilà. Donc, maire, ça a été... parce que j'avais dit, il faut d'abord s'occuper des morts avant de s'occuper des vivants, parce que ce cimetière a empoisonné depuis 2 siècles la vie des maires de Lourdes-sur-Icher. Voilà. Merci pour votre réponse. Vous avez été élu donc, mais également acteur, puisque vous avez notamment récemment participé au tournage de la saison 2 du jeu M6 Les Traîtres. Vous êtes aussi l'objet d'un documentaire, Un berger et 2 perchés à l'Élysée. Les émissions télévisées vont-elles devenir un outil central dans votre communication, ou s'agit-il d'une passion dans laquelle vous vous lancez ? Si j'osais, je dirais ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup aimé la dernière présidentielle, même s'il m'a manqué 14 millions ou 15 millions d'euros pour être au niveau d'Emmanuel Macron, et s'il m'a manqué une petite dizaine de millions de voix aussi. Mais je crois que j'aurais aimé être le président. Et je veux simplement revenir sur un point. Je ne suis pas un retraité de la politique. Je n'ai renoncé à rien. J'ai simplement décidé de ne pas me représenter parce que je venais de subir 3 opérations le 3 janvier. C'est la date qu'on n'oublie pas, le 29 janvier et le 4 ou 5 février, du cœur. Alors que j'avais un cœur solide comme un cheval. J'avais le même rythme cardiaque, là je parle pour ceux qui ont fait un peu d'archéologie, qu'Eddy Merckx lorsqu'il gagnait le Tour de France, c'est-à-dire 36 pulsations minutes. C'est un cœur lent. Et il était en bonne santé parce que j'avais fait une révision générale peu de temps après, et c'est un vaccin, le Johnson, pour ne pas le citer, de sinistre réputation, qui a été d'ailleurs retiré de la vente 15 jours après que je me sois fait vacciner, et qui m'a détraqué le circuit électromagnétique, on ne dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça, qu'il y a entre les 2 oreillettes et le ventricule. Ce qui fait que le sang tournait en brique, ce qui donnait un faux air d'arythmie. Et moi, j'avais la gorge, l'épaule, le bras, c'est horrible. J'avais entendu parler de l'infarctus et des douleurs qu'il y avait, le ventre bloqué. Et c'est finalement de fil en aiguille que je suis arrivé près d'une chirurgienne qui a été se former aux États-Unis et qui avait opéré ce type de problème. Et elle m'a dit, je vous ai opéré, je t'ai opéré, parce qu'on s'est tutoyé tout de suite, mais tu as l'esprit ailleurs, va faire la campagne électorale, mais surtout ne conduis pas. Parce que des fois, la douleur éteint la lumière. Je me souviens de la phrase, tu pourrais te tuer ou tuer quelqu'un, ce qui serait bien pire. Je lui dis, mais si ça m'arrive sur un studio, mais ça risque pas, parce que l'adrénaline monte très haut chez vous, donc elle fait passer le sang par-dessus, donc je n'ai pas compris le mécanisme, et en plus,
à l'épreuve du vélo, vous avez les performances de mecs de 25 ans. Donc, il n'y a pas de risque et je vous opérerai après. Mais après, ce sera une grande opération. D'ailleurs, elle a duré 10 heures. Et c'est au moment après la présidentielle où il fallait que je décide. Est-ce que je vais me représenter ou pas? Je me suis dit, il y a tellement longtemps qu'ils votent pour moi. Si longtemps qu'ils votent pour moi. Je ne veux pas les trahir ni les tromper. Si je suis mort dans 10 jours, ils diront quand même, c'était pas élégant ce qu'il a fait là. Donc, je ne me suis pas présenté. C'est mon frère qui était berger. Seulement, lui, il avait 300 brebis à garder. Moi, j'en avais aucune. Donc, il avait quand même un sérieux handicap qu'il a fait, qui a raté d'ailleurs le second tour pour quelques voix. Et j'ai une personne ici qui travaille dans les ministères et qui faisait campagne et qui a failli être élu aussi, mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, je n'ai pas renoncé. Finalement, je me suis mis un peu en retrait pour observer. Et à vrai dire, au vu de ce qui se passe, je ne regrette rien. Par contre, je me représenterai, si je n'ai pas d'autres avatars, à la prochaine élection présidentielle. Et puis, je vais voir entre-temps si je peux mettre le nez à la fenêtre, ne serait-ce que pour une petite européenne, voyez. Mais parmi vous, un certain nombre ne le savent peut-être pas encore, mais ils ont le virus de la politique. Et quand vous l'avez, c'est pas si facile à perdre que ça. Et pour les émissions télévisées, alors, qu'est-ce qui vous a tenté dans l'expérience? C'est-à-dire, il fallait faire malgré tout quelque chose. Et là, c'est un petit génie, Ismaël, qui a, avec une équipe de jeunes, dont d'ailleurs Timothée est parmi nous dans l'Assemblée, là, ont pris une part très active à ma campagne électorale. Ils ont eu des idées de génie. Par exemple, ils m'ont conseillé de prendre un bus à mes couleurs. Et j'ai fait le tour de France avec un bus à mes couleurs. Bon, c'est eux qui ont eu ces idées-là. Et Ismaël m'a conseillé d'aller faire cette télé-réalité, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, pour voir un petit peu. En fait, je voulais découvrir un autre milieu que le milieu dans lequel j'avais l'habitude d'évoluer. Et le titre de l'émission, Les Traîtres, me disait, bon, dans le fond, ça ne change pas tellement de la réputation qu'ont les politiques, qui en plus sont des lâches. Donc, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Et ça m'a permis de rencontrer des jeunes gens et des moins jeunes, de mon âge aussi, très différents, que je n'aurais jamais rencontrés. Et c'est un public, au fond, que je n'avais jamais croisé réellement. Donc, j'ai pas été à l'aise tous les jours, mais je m'en suis bien sorti, je pense, dans l'ensemble. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, nouvelle question sur votre parcours politique, Monsieur Lassalle. Nous connaissons votre ancrage territorial que vous portez tant par vos origines paysannes que par votre accent béarnais. Avez-vous déjà vécu des moqueries ou des dévalorisations vis-à-vis de vos origines et de votre accent? Et selon vous, en quoi avoir des origines paysannes peut compliquer une carrière en politique? Les plus durs, et à vrai dire, les plus inoubliables des morsures dues à la mise à l'écart ne sont pas dues à mon accent ni à quoi que ce soit d'autre, mais c'est parce que ça a démarré à l'âge de 6 ans quand je suis rentré à l'école et ça s'est terminé à 16 ans lorsque je suis sorti du collège qui n'était qu'à 13 km de l'école où j'avais fait mes premiers pas. C'est-à-dire que j'ai été tout de suite considéré comme différent parce que j'avais une allure incertaine, j'étais mort de trouille, à l'extérieur. Et on disait que j'étais dégingandé ou dégingandé, je ne sais pas comment on dit, dégingandé. Et puis je ne savais pas attraper le ballon bleu des copains. C'était une espèce de gros ballon, comme un ballon de hand, mais avec du cuir très dur, je pense. Et je le prenais à chaque fois dans le nez. Paf! Ce qui m'a musclé considérablement, le nez d'ailleurs. Et j'étais différent. Vous savez, ça arrive partout, hein, ça peut arriver n'importe où. Moi, j'en ai beaucoup souffert. Et ce qui m'a permis de grandir aussi. Et petit à petit, de quitter l'emprise
de la peur. Et c'est lorsque je suis parti à un lycée à 5 km de chez moi que très vite j'ai fondé un orchestre, un groupe de chant, devenu capitaine de l'équipe de rugby, quand j'ai appris à attraper le ballon, qui me faisait tellement peur. J'ai joué en équipe de France universitaire et puis j'ai arrêté tout la veille de mon oral, de l'examen de technicien supérieur agricole, parce que papa était tombé en montagne à 2700 mètres d'altitude. Il était tombé dans des falaises. Il avait 64 fractures, comme le département, dont 14 de la moelle épinière. Moi, j'ai actuellement 5 vertèbres cassées. Je vois le mal que ça fait, j'imagine ce qu'il a fait. Il est resté 3 ans dans le coma. Et il a fallu que je prenne la décision immédiate. Qu'est-ce que je faisais? J'étais l'aîné. Est-ce que je laissais tomber le troupeau ou est-ce que je continuais? Et le soir à 4 heures, je me suis senti, bien qu'au clair de lune, ce soir-là, dans une immense solitude, dans une montagne où il n'y avait aucune brebis, mais un chien seulement, qui n'avait qu'une idée fixe de me mordre parce qu'il ne me reconnaissait pas. Voilà comment je suis devenu berger et comment je le suis resté. Entre-temps, je suis devenu maire. Papa est venu à lui et il a pensé que mon frère était mieux placé que moi pour prendre la suite. Il avait 5 ans de moins, mais il a dit « Ton frère parle aux animaux et les animaux lui répondent. Et toi, dans 10 ans d'ici, les brebis te feront chier. Donc, il vaut mieux que tu t'occupes des hommes et des femmes, explique-leur que la révolution industrielle, il faut tourner la page. C'est pas normal que les campagnes deviennent minuscules, qu'il n'y ait plus personne qui habite. Et les villes si grosses qu'il faut construire des sous-villes où on sera parfaitement malheureux. Et nous, si nous restons à 3 au village, on se bouffera le nez. Voilà comment s'est joué mon destin, d'une certaine manière. Et pour revenir, mon accent, il n'y a que quelques temps qu'on l'a mis en avant. Jusque-là, on ne l'a pas mis en avant. Il faut dire qu'à côté de celui de M. Duclos, ancien patron du Parti communiste français du temps où le Parti communiste, avant qu'arrive Mitterrand, faisait 25% des voix, était rien, mon accent. Souvenez-vous peut-être de celui de Pasqua. Mais on ne s'était pas moqué de M. Pasqua de temps en temps, parce qu'il ressemblait vraiment trop à Fernandel. Mais non, ça n'a pas été pour moi. C'est depuis quelque temps, depuis que je me suis présenté au présidentiel, que ça a été un motif de raillerie. Mais c'était pour d'autres raisons dont je parlerai à mesure que la conférence avancera. Merci pour votre réponse très personnelle. Lors des dernières élections présidentielles, vous avez triplé votre score par rapport à celle de 2017, passant ainsi de 1,21 à 3,13% des voix. Comment expliquez-vous cette progression, malgré le nombre plus important de candidats ? Disons que cette fois-ci, j'ai pu faire un peu campagne, puisque j'ai bénéficié du budget qui est réservé aux candidats qui obtiennent les 500 paraphes des maires sur 30 départements différents et qui sont validés par le Conseil constitutionnel, les parrainages et la candidature. Et là, il y a 800 000 € qui sont versés à tous les candidats et qu'il ne faut pas rembourser, sauf si vous y imputez des éléments que le Conseil constitutionnel juge inéligibles à ce fonds. Mais dans ce cas-là, on fait quand même attention. Bon, moi, ça peut être un problème. Alors, j'avais eu la même chose il y a 5 ans avec le Crédit Agricole, qui est quand même une banque solide, puisque je lui avais toujours fait confiance. J'ai investi des millions de francs, puis des millions d'euros avec mes divers mandats avec eux. Et puis aussi, avec ma profession d'ingénieur conseil, dont je vais dire un mot parce que sinon ma réponse sera trop longue. J'étais ingénieur conseil, et comme je n'étais ni ingénieur ni conseil, j'avais recruté 10 ingénieurs près de moi et nous avons fait de gros chantiers. Et le Crédit Agricole a refusé
de me verser le moindre centime d'un argent qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait à l'État, et que l'État avait mis à sa disposition. Donc j'ai fait la campagne la moins chère de la Ve République. J'ai battu à plate couture Arlette Laguillet, qui faisait pourtant des campagnes assez modestes, et même M. Barbu et M. Marcy-Lacy, face au général de Gaulle, avaient un budget 10 fois supérieur au mien, c'est-à-dire 50 ans plus tard, 60 ans après, en argent, en francs constants. Donc c'est vous dire, il y a eu un immense attentat, déjà, contre mon fait, et le Crédit Agricole, pour lequel je n'ai plus du tout la même estime. Mais c'est pas la première vacherie qu'ils me font depuis, alors que j'avais tellement fait avec, m'a cloué au sol. Deuxièmement, je pense que j'ai dû faire 4 ou 5 télé et radio. Et au pays qui s'est revendiqué comme le pays où le peuple est souverain, qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je pensais jusque-là que nous étions tous à égalité de chance. Eh bien, chers amis, vous qui aurez les responsabilités demain, parce que vous les aurez, et heureusement, ce n'est pas du tout le cas. Parce que existent les grandes émissions qui vous font connaître, les reportages, tout ce qui peut vous mettre en avant, rien du tout. Les sondages m'ont mis à 0,5, les glorieux IFOP et Sofres et consorts, qui appartiennent tous au même patron, c'est-à-dire ceux qui possèdent toute la presse française, ce qui est une honte absolue, qui sont en train de vous téléguider les méninges, pas à vous, parce que vous avez l'esprit ouvert, vous êtes vif. D'ailleurs, la preuve, pour dire un bureau de cette valeur, il faut quand même y voir clair. Eh bien, moi, j'ai été traité comme un chien dans cette affaire-là, et j'ai fait 1,1%, mais je me suis dit, on reverra ça. Et cette fois-ci, j'ai pu faire campagne avec le Crédit Coopératif, qui est une banque qui nous a beaucoup enquiquiné, mais qui a quand même versé. On a voulu me faire, pour vous dire jusqu'où ça va, rembourser la moitié des 800 000 parce qu'ils ont considéré que mon bus était une affiche électorale. Alors que ce n'était pas la photo de l'affiche électorale. Et ils ont considéré que les affiches électorales, c'était fait pour être auprès des mairies, juste à côté des lieux publics, sur les lieux d'affichage. Et comme je me promenais dans toute la France, ils ont considéré que j'avais fait de l'affichage sauvage. Alors il a fallu se battre comme des sauvages pour expliquer qu'un bus, ce n'était pas une affiche électorale. Et que, bon finalement, bref, je ne rentre pas dans les détails. Alors j'ai réussi à percer un petit peu dans les médias pour une simple et bonne raison, c'est qu'au congrès des maires, comme la dernière fois, j'ai été de très loin le candidat le plus applaudi et acclamé, un peu comme ce que vous m'avez fait tout à l'heure, vous voyez. Sauf que c'est des maires qui se sont levés, etc., et ça y allait. Et du coup, les journalistes sont venus me voir. Et on m'a dit, vas-y. Je lui ai dit, ça servira à rien, ils ne diront pas une... Mais vas-y quand même. Et je leur ai tenu un langage simple. Et pourtant, Dieu sait si j'ai du respect pour les journalistes. Normalement, c'est le système, et on en parlera parce qu'il y aura un certain nombre de questions, qui les a mis dans cet état-là. Comme nous avons été mis, nous, dans cet état-là, nous les politiques. C'est-à-dire dans l'obligation d'obéir. Donc j'ai dit aux journalistes, il y en avait au moins 40, je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, alors que je pensais l'être, mais c'était une petite astuce. Et pourquoi? Parce que c'est une campagne de merde. Le président qui devrait faire campagne, il est auprès de Poutine, il est partout, mais il n'est pas ici. Les autres, ils racontent n'importe quoi, sauf des vrais problèmes. Et moi qui voudrais en parler, je n'ai pas le droit de citer. Alors, je vais vous dire une chose. Je savais que nous étions devenus des lâches, les hommes politiques,
Et nous avons atteint un niveau qu'il vous faudra beaucoup de temps pour dépasser, pour reprendre. Mais je ne savais pas que les journalistes étaient arrivés au même niveau et nous avions même largement dépassé. Vous voyez qu'avec ce discours-là, c'est pas très vendeur. Eh bien, c'est ce qui m'a lancé dans la campagne, heureusement, parce que du coup, ils ont voulu montrer qu'ils me traitaient. Alors j'en ai taillé quelques-uns en pièces, ou quelques-unes aussi, notamment Apolline de Malherbe, vous savez qui c'est tout, Madame Je sais tout, là. Je l'ai taillé comme il faut un jour, là, au petit matin, alors que la veille, j'étais à Marseille, et que dans la nuit, il y a un copain, je ne sais pas si c'était toi, Timothée ou quelqu'un d'autre, qui m'a amené de Marseille jusqu'à Paris pour que je réponde à ces questions. Ce qui fait que j'ai fait un peu plus. Mais au moment où ça montait, bien, que j'avais rattrapé mon retard, c'était déjà la fin. Mais, disons la chose comme ils sont, le système fait qu'un type comme moi ne peut pas arriver. Mais je veux aller jusqu'au bout de l'expérience, parce que notre pays en a trop besoin. D'accord, merci beaucoup pour les réponses à ce premier thème, Monsieur Lassalle. Nous allons passer maintenant à la minute réaction. Donc, nous allons passer de petites images sur le projecteur, ici sur le tableau. Et nous vous demandons de réagir à chaud en disant 1 minute maximum à ces images. Alors, il va falloir se déplacer un tout petit peu pour voir. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc commençons, sans plus attendre, par Monsieur Bayrou, donc votre ancienne allié politique que vous avez quitté en 2016 lorsque vous quittez le MoDem. Alors on sait aujourd'hui qu'il est un allié de Monsieur Macron. Alors que pensez-vous de la ligne actuelle de Monsieur Bayrou et de son lien avec Emmanuel Macron? Le problème, c'est que je ne comprends rien à sa ligne. Je crois qu'il n'en a aucune. Et son seul problème, c'est de continuer à exister, alors qu'il aurait été mieux inspiré que moi en se retirant quelque temps. Très bien, c'est... Deuxième image, Monsieur José Bové, l'homme politique connu pour ses positions altermondialistes. Il a notamment utilisé la violence en politique, ce qui lui a valu d'aller en prison en 1999 lors d'une action contre la chaîne McDonald's. Alors que pensez-vous de la violence utilisée par Monsieur José Bové et son mouvement, et de la violence en politique? Alors d'abord José Bové, parce que je l'ai connu très jeune, je pense qu'il était un peu plus âgé que moi, il est resté, et je l'ai reçu chez moi, tiens, ça c'est mon frère, tiens. Et José Bové, pour vous dire son niveau d'agriculture, enfin il me le pardonnera si on lui répète, il est toujours en vie, oui. Il est en vie encore, oui. José Bové, oui, pardon. Donc, mon père avait fait venir des jeunes avec une association qui avait participé à mai 68. Parce qu'il disait, nous manquons de bras dans nos campagnes, mais que ces jeunes sont dynamiques à Paris, il n'y a qu'à voir comment ils renversent ces voitures dans tous les sens. On va les faire venir au pays pour bosser. Donc il y a tous les leaders de 68 qui sont passés chez moi. J'étais un peu jeune pour en profiter, mais quand même je comprenais ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Parmi eux, il y avait José Bové. Et un matin, papa descendait, c'était le 15 août de la montagne, et il trouve José Bové en train d'affûter, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, un bout de bois, avec la hache de papa préférée, toute petite, qui taillait comme un rasoir, sur l'enclume. Je ne sais pas si vous savez, vous n'avez peut-être pas taillé le bois, mais l'enclume n'est pas le meilleur réceptacle pour une hache, vous savez, parce que ça la cabosse. Le papa lui a dit, mais qu'est-ce que tu fous toi ici? Voilà, donc c'est le premier souvenir que j'ai eu. Après, José Bové, il est devenu connu avec le Larzac, auquel j'ai participé aussi, parce qu'il était question d'installer un camp militaire, et puis comme je chantais, on m'avait invité à aller chanter là-bas, donc je l'ai retrouvé, il était parmi les organisateurs. La violence en politique, je ne l'ai jamais prônée personnellement, parce que je pense que la violence, on sait l'instant où on la déclenche, mais après on ne sait plus la faire entrer dans la boîte. Et je pense que l'homme a atteint aujourd'hui des moyens qui devraient lui permettre de se servir de l'expérience acquise, des acquis de la civilisation, pour trouver des réponses
qui ensanglante tout. Vous avez vu ce qu'ont donné les guerres terribles jusqu'à maintenant. Donc moi, pour ma part, je n'ai pas utilisé la violence, ou quand je l'ai utilisé avec moi comme victime, notamment pendant ma grève de la faim, où j'étais à deux doigts de changer de bord. Voilà. Bon, il n'y a plus l'effet de surprise. Voici Julien Lassalle, votre frère. Alors, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il vous a remplacé en 2022 lorsque vous avez décidé de ne pas vous réélire à la députation. Alors, quels sont vos liens avec votre frère Julien Lassalle? C'est le frère le plus frère que j'aurais pu imaginer d'avoir comme frère. Ce type, c'est tout. Il a 5 ans de moins que moi. Il a un travail de malade, il est seul. Sa fille avait repris l'exploitation agricole, mais ça s'est avéré tellement dur qu'au bout de 3 ans, elle a préféré reprendre ses études à la fac de Pau. Donc il est seul avec son épouse, malade, très malade, et il a le troupeau, 300 brebis, et il s'occupe de tout. Et il va même vendre ses fromages et il vient souvent à Paris. Il fait le trajet aller-retour en voiture, il conduit ou il se fait accompagner par un ou deux comparses. Il s'occupe des AOP au niveau national. Il a été président de l'AOP Osso-Irati, que vous voyez de temps en temps à la télévision. Et c'est un type qui a toujours eu un temps d'avance. Moi, quand j'avais besoin d'un conseil, je lui demandais qu'est-ce qu'il en pensait. Et ce gars, sans connaître le contexte, savait à peu près ce dont il s'agissait. J'ai beaucoup d'admiration pour mon frère. Quatrième image, Madame Borne. Alors, on revient sur du politique, que je ne présente pas donc. Que pensez-vous de la gestion de Madame Borne de la réforme des retraites et notamment de l'utilisation du 49.3 ? Je pense qu'elle aurait mieux fait de rester chez elle. Elle a à peu près rien à faire dans cette histoire. Parce que je l'ai connue personnellement un jour où je l'ai trouvée en pleurs. Et quand vous trouvez une dame en pleurs, j'étais encore député, elle n'était pas première ministre, elle était ministre de je ne sais quoi. Et elle avait le moral à zéro. J'ai dit, mais enfin madame, il faut... Et puis on se tutoie tous. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Elle me dit, il n'y a rien qui marche, etc. J'ai dit, tu verras pire. Mais je ne savais pas qu'elle allait voir pire, parce que je ne suis quand même pas un visionnaire non plus. Donc, pour moi, c'est une honnête femme, et c'est une femme de conviction et d'engagement. Mais elle n'est pas faite du tout pour tenir le rôle qui lui est dévolu, surtout dans le système qui s'est mis en place. Donc, voilà, quelque part, je dis, quelle force de résistance, je ne devrais pas dire ça, je devrais dire, mais il faut dire toujours ce qu'on pense, et, mon Dieu, quelle mauvaise voie elle a choisie. Mais elle s'en sortira quand même, parce qu'elle a je crois qu'elle a une force de résilience qui lui permettra de survivre. De survivre. Nouvelle image, un peu dans la continuité, une image des 9 sages de la rue Montpensier. Alors, ils ont rendu une décision ce 14 avril sur la validation dans sa quasi-globalité de la réforme des retraites, et ils ont aussi rejeté la demande de référendum d'initiative partagée. Que pensez-vous de cette décision ? Je dis pauvre Constitution. Quand je la vois livrée à cet équipage, j'ai envie de pleurer. Quelqu'un m'a dit, finalement aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est une maison de retraite, mais parce qu'ils sont propres quand même sur eux, et où l'on reçoit ceux qui ont été les plus serviles et ceux qui ont plié le plus l'échine au lieu de se redresser dans le régime. Alors, hommes ou femmes, on les verse là-dedans pour qu'ils cautionnent à peu près tout ce qui se fait. Et ils le font très bien. Il n'y a qu'un élément qui me chagrine un tout petit peu dans cela, c'est le président. Dans n'importe quel autre pays du monde,
cet homme serait en prison depuis 40 ans. Je veux parler de Laurent Fabius. Oui, je suis réputé pour mon langage, hein, et j'assume. M. Fabius s'est trouvé mêlé à une très sombre histoire de sang contaminé. Et j'ai encore des personnes vivantes, mais qui n'ont plus de carte vitale, qui n'ont plus de reconnaissance, qui n'ont même plus d'état civil, qui me parlent. Et au lieu d'y mettre un terme, il a envoyé les poches de sang contaminé en Afrique, qui était pour la première fois confrontée à cette terrible, terrifiante maladie du sida. Il avait à côté de lui, il était Premier ministre, il avait à côté de lui une ministre de la Santé qui s'appelait Georgina Dufoy, que j'ai très bien connue. Georgina Dufoy est passée à la télévision. Elle a demandé pardon aux Français. Pardon à tous ceux à qui elle avait fait du mal. Et elle a quitté la politique à tout jamais. Elle était même rentrée dans un couvent. Et son mari, bien que protestant, a réussi à l'en extirper. Mais voilà, en France, il est président d'une des plus hautes institutions de notre pays, c'est-à-dire la défense de la Constitution de notre République. Dégoût. Dernière image de cette minute réaction. Une image, Jean Lassalle fait pleurer de rire les députés. Alors, monsieur Lassalle, est-ce que l'humour est une de vos forces en politique ? Je n'ai pas de force particulière. Comme la plupart des politiques, j'ai la plupart des vices qu'on attrape en politique ou qu'on a quand on y rentre, et très peu de qualité. Mais justement, mon enfance malheureuse, mais très heureuse à la maison. Papa était perpétuellement gay, comme mon frère d'ailleurs, comme mes sœurs, comme mes enfants. Mes enfants, là, j'ai 3 garçons, ils se sont mis à jouer dans la même équipe de rugby. Du coup, pour après, pour les 3e mi-temps et tout ça. Eh bien, cette enfance m'a donné, comment je devrais dire, le soin d'imaginer l'humour. Et ça m'a bien aidé, parce que lorsqu'il s'agissait de faire passer ou de présenter des choses très difficiles, j'ai utilisé l'humour. Et là, dans ce cas-là, c'était bien le cas, parce qu'il s'agissait de rabaisser la peine de ceux qui avaient eu le permis de conduire annulé, ce qui avait été mon cas. Et dans là, j'avais perdu le permis pour 36 mois. Et il fallait 1 an ou 1 an et demi pour le repasser après. Donc j'ai passé tout un mandat de député sans permis de conduire. Et je voulais évoquer le cas. Pas pour moi, parce que je l'avais retrouvé, je l'avais repassé, et par un miracle exceptionnel, je l'avais eu de nouveau. Mais je pensais aux 2,5 millions de Français qui conduisent sans permis ni assurance. Et si vous tombez en face d'eux un jour, ça fait très mal. Ça vous fait très mal à vous, parce qu'il n'est pas assuré, et ça lui fait très mal à lui aussi. Et les assurances n'ont pas un comportement très, très humain. Donc, le ministre ne voulait pas que je parle, c'était Macron d'ailleurs, et le président de l'Assemblée non plus, parce qu'ils avaient peur de déranger la prévention routière. Et moi, je disais, la prévention routière, je respecte profondément, mais quand même, il faut trouver une solution. 36 mois, 5 ans, c'est beaucoup trop long dans la vie d'un homme. Et j'ai fait descendre à 6 mois, et j'ai préféré, parce qu'ils ne voulaient pas que je parle. Donc, ils avaient commencé, ils avaient renversé, il y avait plusieurs articles dans le texte, ils avaient commencé par le dernier article, qui était celui-là, parce que je suis toujours en retard. Et quand je suis monté dans l'hémicycle, j'entends quelqu'un qui dit, tiens, la salle est déjà là, c'est le permis de conduire. Il le dit, moi je ne le savais pas. Et alors j'ai eu 2 secondes pour improviser ce que j'allais faire, parce que je ne savais pas comment j'allais le faire. Donc je me suis mis à raconter à peu près ce qui me venait, puis ça a pris l'allure d'un sketch. J'ai vu que les gens riaient, et j'ai réussi. Merci pour ces réponses, monsieur Lassalle. Nous allons revenir aux questions avec un nouveau thème, celle de l'actualité politique française récente.
Alors le 4 avril 2022, vous avez déclaré sur BFM TV qu'en France, la dictature avait succédé à la démocratie et que nous vivions dans un régime basé sur le déni des revendications populaires. Pourquoi une caractérisation aussi radicale de notre régime politique ? Parce que c'est la réalité. La France a joué un rôle extraordinaire dans ce qu'on appelle la montée, l'élévation en civilisation. Parce que l'humanité de l'homme lui-même, est issue des grands fauves. C'est-à-dire de ceux qui « je te mange parce que je suis plus fort que toi ». Et si vous regardez des séries animalistes, vous verrez comment le plus gros mange le plus petit sans aucune... voilà. Et nous en étions là et nous sommes restés là. Moi qui connais les cavernes, etc., je sais à peu près comment ça se passe. Et l'humanité n'est qu'une longue suite de tragédies, des guerres qui ont succédé aux guerres, des révolutions, des contre-révolutions. Et ce qui nous a élevés, ce n'est pas uniquement la nôtre, c'est d'autres civilisations aussi. C'est précisément tout ce savoir accumulé, tous ces formidables traités, ces guerres perdues ou gagnées, ces revanches, etc. Et cette espèce de sagesse qui a gagné grâce à l'intelligence de l'homme, parce qu'il peut en être capable, je le crois, de s'élever et d'accepter la vie en commun, la vie en société, avec l'exercice, par l'exercice de la démocratie et en totale liberté de conscience. Et malheureusement, nous avons perdu ce modèle, alors que nous avons été confrontés à un système qui était féroce à l'époque, à l'âge où j'avais votre âge, et même plus, c'était le système soviétique. Et moi, j'avais voulu voir à quoi ça ressemblait, et j'ai été plusieurs fois, lorsque j'ai commencé à gagner ma vie, en autostop, parce que je n'avais pas les moyens d'y aller autrement. Alors j'avais des copines, et les copines m'ont toujours beaucoup aidé. Il y avait des copines sous le mur de Berlin qui me fournissaient un uniforme soviétique pour sortir sur le territoire soviétique, et au retour, un uniforme américain ou français, parce qu'il n'y avait pas d'uniforme allemand, il n'y avait plus d'armée allemande, pour revenir. Et ensuite, je faisais de l'autostop et j'allais à peu près où je voulais. Ce qui, petite parenthèse, m'a permis de chanter au Bolchoï. C'est la comédie française, mais je ne sais quoi. Et avec les chœurs de l'Armée Rouge. Parce que j'avais passé ma nuit avec deux copains auxquels je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas. Et je pensais que c'était une discothèque. Je disais que c'était une discothèque assez déséquilibrée. Et puis à la fin, ils avaient attaqué le schnapp et une très mauvaise bière avec, et moi j'avais suivi. Et à 7h30 du matin, 8h, j'ai vu, juste à côté, à 50 mètres, il y avait une salle où il n'y avait que des nanas. J'ai dit quand même, c'est dommage que je ne sois pas sorti un petit peu. Et alors les deux m'ont demandé de les accompagner, et je me suis retrouvé au Bolchoï parce qu'ils faisaient partie des chœurs soviétiques, des chœurs de l'Armée Rouge. J'ai chanté devant Brejnev et Kosygin, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc pour ce système qui était en face de nous, nous avions un modèle démocratique. Or aujourd'hui, ce n'est pas ce même type de dictature, ce n'est pas une dictature a priori violente par les coups que l'on vous donne, physiques, mais c'est une violence plus terrible, qui s'insinue en vous, qui s'insinue dans les corps, dans les âmes, dans les esprits. C'est le manque de perspective la plupart du temps pour les jeunes. Bon, vous en avez déjà une, vous avez trouvé une raison. Mais il faut un idéal supérieur, un grand idéal. Et c'est l'idéal qui fonde à nouveau le vivre ensemble, le vivre en société, et qui apporte la possibilité de choisir ceux qui vont porter la parole du peuple et qui vont agir en son nom. Tout ça a été ratiboisé pour une espèce de, comment je devrais dire,
de Kafka, absolument indéfinissable, sur fond de financiarisation internationale qui donne à quelques dizaines de personnes dans le monde le droit de vie ou de mort, mais pas par la violence, par la vie que nous avons en nous, qui leur donne ce droit de vie ou de mort. C'est une dictature molle, mais terrifiante. Merci pour cette réponse. Vous C'est parliez, une réponse. Maintenant, vous pourrez comparer à d'autres. vous parliez lors de votre campagne présidentielle du besoin d'un renouveau de l'agriculture. Comment renouveler l'agriculture, très largement industrialisée, face aux enjeux écologiques d'aujourd'hui? Je pense d'abord qu'il faudrait retrouver le sens de la vraie nature, celle à laquelle on pense quand on pense écologie. L'agriculture, c'est dans un pays aussi béni des dieux que les nôtres, où tout pousse, tout peut être transformé, tout peut apporter de la plus-value. Un pays qui avait, en 1960, 5 ou 6 millions de paysans, qui en a péniblement aujourd'hui 300 000, dont les 80% vont partir à la retraite, c'est-à-dire il ne restera plus pratiquement aucun. Donc il faudrait d'abord retrouver le sens profond du paysan. Le paysan, c'est l'homme qui habite au pays et qui y est resté. La plupart du temps, d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas le choix. Dans une fratrie un peu nombreuse, l'aîné essayait de faire des études, il devenait instituteur souvent. Et puis le dernier, souvent il restait paysan. Mais malgré tout, on arrivait à en vivre et construire une famille, bien que le célibat ait beaucoup frappé. Mais aujourd'hui, on a perdu ce sens même de l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture qui est tellement un art qu'elle permet de faire pousser et de donner une valeur à des plantes et de les rendre comestibles. Idem pour la viande et pour toutes les productions. Seulement l'agriculture, c'est aussi une propriété, c'est un patrimoine. Et le patrimoine, quand vous le recevez de votre père, tout au moins c'était avant, il y a à peu près autant d'investissements à faire pour le mettre à jour que ne vaut le prix. Mais les frères et sœurs aujourd'hui ont des vies différentes de celles d'avant. L'un est parti faire Sciences Po à Paris, l'autre fait des études je ne sais où, le troisième est charpentier, enfin il n'y a pas d'enfants d'ailleurs, des familles aussi nombreuses que ça non plus, et ils ne se voient pas, ils ne se fréquentent pas. Et surtout, avant, pour être paysan, on épousait une fille qui était du coin, qui avait à peu près le même art de vivre. Aujourd'hui, celui qui a fait des études, qui fait des études même poussées pour devenir agriculteur, il amène un jour sa copine à la ferme. Déjà, la copine, si elle n'est pas habituée, elle découvre le village. Et là, elle a un premier haut le cœur en disant « je ne vais quand même pas venir me cloîtrer ici toute une vie ». Après, elle découvre le quartier, parce que l'agriculture, c'est quand même des quartiers. Et puis, elle voit la belle-mère. Elle dit « oh là 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 ». Et enfin, elle voit le tracteur. Et là, elle n'a plus qu'une idée, c'est prendre la poudre d'escampette. Donc, c'est un fait culturel. C'est-à-dire qu'il faut former et s'adapter aux réalités d'aujourd'hui, où chacun a droit à une vie qui ressemble à celle des autres. Sauf que celle d'agriculteur sera toujours différente, parce que le médecin, c'est être médecin. Il y a quand même des contraintes qui n'existent pas ailleurs, il faut avoir beaucoup étudié. Eh bien, je crois qu'il faut autant étudier, non pas à l'école, mais autant étudier sur la culture, sur l'art de vivre
à la ferme, sur la capacité qu'on a à en sortir pour aller voir ailleurs et revenir pour pouvoir le faire. Or, aucun travail n'a été fait à ce niveau-là. Et c'est pour ça que c'était un immense chantier. Alors je pourrais vous sortir les mesures que j'avais proposées, mais le fond de l'affaire est celui-là. D'accord, merci pour cette réponse. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre langue maternelle n'est pas le français, mais le béarnais. Et selon vous, quelle devrait être la place des langues régionales et plus largement des identités régionales au sein de la République ? D'abord, je ne sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge, vous le savez, vous? Il faut que je boive encore. Il y a un moment que je n'ai pas fait de conférence, il y a 3 ou 4 mois, non, il y a 15 jours, mais quand même. C'était à Tarbes. Pierre Claret, c'était à Tarbes. Alors, pour moi, la langue officielle, c'est le français. Je suis un amoureux immodéré et définitif du français. C'est une langue extraordinaire, très difficile à acquérir, pleine de vicissitudes, mais exceptionnelle. Elle est porteuse de liberté d'esprit. Elle est porteuse quelque part, vous savez, le français est un râleur fini, elle est porteuse de tout ça. Je ne sais pas comment on a fait pour donner cette déviance latine à cette langue. Et lorsqu'il s'est agi d'homogénéiser la France, les rois avaient déjà commencé, la Révolution s'y est attelée, elle a dit on va privilégier le français partout. Il ne faut pas oublier que pour la guerre de 14-18, il y avait encore des jeunes hommes qui ne parlaient pas un mot de français. Ils parlaient le béarnais, le basque chez nous, le breton ailleurs, etc. Et c'est deux Jules Ferry et Jules Grévy, qui ne pouvaient pas se voir sur la troisième, après la débâcle de Sedan, qui ont décidé d'instituer l'instruction publique pour que tout le monde apprenne à compter, lire et écrire. Aujourd'hui, il faudrait ajouter quelques autres paramètres. Mais déjà, si on avait gardé cela, ce serait très bien. Le seul problème, c'est qu'ils ont oublié les langues régionales. Et la République a eu peur des langues régionales. Alors que moi, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est pas ça qui fait que la langue française régresse aujourd'hui partout dans le monde, au profit de l'anglo-dollar, par exemple. Le français, qui a été une des langues les plus parlées, est une langue en voie de disparition, comme d'ailleurs l'influence de la France à travers le monde. Moi qui ai eu la chance et l'honneur de le visiter sur les 5 continents à plusieurs reprises, je peux vous l'attester. Ces langues font partie de notre patrimoine. Et moi, je vais suggérer qu'on en apprenne une dès le cours élémentaire. Et qu'on apprenne aussi une autre langue étrangère. Parce que à cet âge-là, le cerveau d'un enfant, c'est une éponge. Il apprend, il capte. Et c'est une chance inouïe de pouvoir pratiquer plusieurs langues. Moi, je n'en ai appris que 3, et vous voyez que mon français est assez incertain, encore que, mais pouvoir jongler avec les langues, c'est un vrai bonheur. Et imaginez qu'on est conservé dans ce pays. Le breton, le corse, bon, les corses se sont plutôt conservés, mais enfin, ils ont eu parfois recours à des moyens un petit peu, mais enfin, c'est une île. Les Basques aussi. Les Basques, vous pouvez y aller, ils parlent pratiquement, les jeunes parlent le basque, c'est incroyable. Comme au pays de Galles, comme en Irlande, en Écosse, ils ont gardé la langue, mais il y a aussi le celte derrière. Donc, je crois que les langues régionales font partie de notre patrimoine.
Et l'un des députés qui siégeait dans le même groupe que moi, Liberté et Territoire, a vu son nom connu de la France entière, c'est un Breton, parce qu'il a fait passer un texte le reconnaissant. Et le Conseil constitutionnel, le même, avec le même président, tant aimé, l'a fichu par terre. Et c'est une erreur. Et c'est un très grand manquement. Parce que nous avons besoin d'identité simple. Nous avons besoin d'être de quelque part. Nous avons besoin d'être d'une famille. Que cette famille soit pluriparentale, composée, recomposée, etc. Mais c'est une famille, quoi qu'il arrive. On a besoin de se sentir proche. On a besoin d'un cercle d'amis. Et on a besoin d'une langue qui nous rassemble et dont on soit fier quand on a quelque chose à partager. Et en même temps que les langues, je suis aussi très attaché aux provinces, qui est une très vieille tradition française. Et dans le cadre de la République, en particulier de la 5e, on aurait pu très bien faire vivre les provinces. Donc les langues régionales, c'est très important, dès lors qu'on accepte de relancer le français comme l'une des plus grandes langues du monde. Nous allons maintenant passer à la dernière catégorie de questions, celle de la géopolitique. J'ai pas été trop mauvais jusque-là, la moyenne, que ci, que ça. Bon, très basse? Non, bon, ça va, merci. Bon, alors, très bien. En visite aux Pays-Bas, le président français est revenu sur ses déclarations, appelant à ne pas être suiviste de Washington sur la question taïwanaise, propos qui ont provoqué une vague d'incompréhension aux États-Unis et en Europe. Y voyez-vous là une affirmation d'indépendance au milieu des grandes puissances ou un réel déclin de la politique étrangère française? Alors écoutez, je vais peut-être vous surprendre, après tout le bien que j'ai dit. Je trouve que le président Macron a peut-être prononcé là la première phrase qui est un peu d'importance dans son double quinquennat. Parce que ce qui fait la singularité française, c'est d'ailleurs comme depuis que nous avons réussi à être français, ce qui a pris du temps quand même, mais ça fait quand même un paquet de siècles, c'est-à-dire nous sommes un des plus anciens pays aujourd'hui au monde. C'est notre indépendance d'esprit et notre, comment je devrais dire, notre réticence à nous aligner sur les politiques des autres, et en particulier des plus puissants. Nous nous sommes laissés berner par les Américains à un point inimaginable. Je sais, ils sont venus nous aider à 2 reprises, très fort. Mais enfin, sans nous, ils n'auraient jamais existé non plus, parce que les Anglais n'en voulaient pas. Et c'est nous qui leur avons donné l'acte de naissance. Donc ils pourraient être quand même un peu reconnaissants. Et en fait, c'est eux qui ont rendu notre système, qui ont transformé notre système, notre modèle, je veux dire, notre modèle démocratique en système. Ils vont le payer très cher, d'ailleurs, petit à petit. Et je pense que là, le président Macron a dit que la France ne pouvait pas prendre part à tous les conflits de la Terre. Ça n'empêche pas qu'on ait un jugement très fort, mais on ne peut pas éternellement s'aligner sur les puissants. De Gaulle avait fait la même réponse, il avait eu la même salve de critiques en son temps, mais je pense que la France, maintenant, doit faire ce que n'a pas fait le président Macron et qu'il doit faire, c'est retrouver sa diplomatie. Parce que la diplomatie française était une des meilleures au monde. Et elle doit le redevenir. Et ce n'est pas en nommant des ambassadeurs issus du corps préfectoral ou de je ne sais où qu'on va y arriver. Non, l'ambassade, l'art de discuter de la paix, c'est un art. Et il faut que ce soit des hommes et des femmes triés sur le volet qui est appris à le devenir. Alors, est-ce que c'est un blanc-seing à la Chine? Je ne le crois pas. La Chine a envie de Taïwan, mais ce n'est pas fait.
Et je pense que la France aura de nouveau la capacité de revenir. La seule chose que ne devrait pas faire Macron, M. Macron, c'est changer d'idée un petit peu d'un côté à l'autre. Parce que ça la dessert. Quand on affirme quelque chose, soit on la ferme, soit on n'affirme pas deux choses différentes de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà, c'est mon point de vue. Alors avant de passer aux questions du public, une dernière question sur l'une de vos actions politiques. Lors du second tour de l'élection présidentielle 2022, vous aviez mis en scène votre abstention dans une courte vidéo et affirmé « Nous voterons blanc le temps que le peuple reprenne pleinement son pouvoir, celui qui lui est dû ». Pour vous, quelle légitimité le vote blanc doit-il avoir lors des élections et le préférez-vous à l'abstention ? Ah, si... Le président de l'Assemblée nationale, le dernier, qui a été battu d'ailleurs en Bretagne à juste titre, ne nous avait pas mis en vacances 8 jours avant. C'était les vacances de Pâques de 2021, pardon, 2021. Moi, vous savez, avec les décennies maintenant, 2021. Eh bien, j'avais franchi tous les caps de l'instruction législative pour que la loi puisse être votée. La loi instituant le vote blanc. Eh bien, vous auriez déjà pu vous servir du vote blanc. Alors, au premier coup d'œil, quel avantage? Bon, ça ne saute pas aux yeux. Mais en y réfléchissant de près, je n'aurais pas la cruauté de demander parmi vous combien votent. Et j'imagine à peu près votre âge en première et deuxième année de Sciences Po, je vois à peu près l'âge que vous avez, donc vous êtes encore jeune. Mais je suis sûr qu'il y en a déjà un certain nombre qui ne votent pas. Je ne veux pas savoir combien de vos papas et de vos mamans ne votent pas. Parce que pour que la France arrive à quasiment 60% d'abstention, pour un peuple qui aime autant la politique, il faut qu'il y ait un problème sévère. Donc, l'idée est simple. Que tu votes aujourd'hui pour un tel ou pour un tel, le résultat est le même. L'orientation politique ne change pas du tout parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus l'idéal. Il n'y a plus un grand rêve pour demain. Il n'y a plus un horizon, et en particulier pour vous les jeunes, qui vous ont tapé successivement le Covid, et puis ensuite tout ce qui s'en est suivi, toutes les frustrations, toute cette période un peu bizarre, eh bien, ça ne change pas. Si on veut changer, on ne peut pas avec le bulletin. Donc, on préfère ne pas aller voter. Mais si on mettait un vote blanc, qu'est-ce que ça donnerait? Très vite, les Français comprendraient que s'ils votent blanc, qui va arriver devant? C'est M. Blanc. Mais M. Blanc, est-ce qu'il peut être président, M. Blanc? Eh bien non. Alors il y a un problème. Hein. Est-ce qu'on met le deuxième à la place? Non, il est deuxième. Le troisième, non plus. Donc, il faudrait recommencer. Et moi, j'avais prévu un texte où on ne recommençait qu'une fois. On remettait tous les candidats à plat. Et là, le peuple aurait commencé à s'intéresser pour de bon, aurait comparé les projets. Il aurait vu qu'il n'y avait aucune différence entre eux, sauf avec celui de Jean Lassalle, bien entendu. Mais c'était bien le seul. C'est pour ça qu'il fallait lui taper dessus, à bras raccourcis. Et si on faisait la même chose pour les élections, on serait obligé, enfin, d'ouvrir les dossiers et de mettre à plat ce qui ne va pas dans notre pays, ou ce qui ne va plus. Parce que sans quoi, le peuple continuerait à voter blanc. Et à ce régime-là, vous ne durez pas longtemps. C'est pour ça que c'est très important. Vous imaginez aujourd'hui ce qu'il faut faire. Excusez-moi, mais ça c'est la passion qui me réveille les vertèbres et qui en même temps me fait vous mettre debout, mais aussi l'importance de ce que je vais vous dire. Si vous voulez vous opposer aujourd'hui au 49.3, à la loi sur les retraites, vous êtes obligé de réunir la signature de 5 millions de Français.
Mais qui peut faire une chose pareille? Mais vous pensez que lorsque 5 millions de Français auront signé cela, mais il y a belle lurette que la loi sera en application pour le bien ou pour le mal. Le problème n'est pas là. C'est que le peuple est privé de l'orientation suprême qu'il doit donner à celui et à celle, et puis à celles et ceux qu'il choisit pour les représenter. C'est la meilleure manière de les faire entrer dans leur rang. C'est pour ça, oui, je me suis battu pour le vote blanc. Je me bats aussi pour le référendum d'initiative citoyenne. J'ai failli le faire passer aussi. C'est moins efficace, c'est plus dur. Mais voilà pourquoi le vote blanc. Merci Monsieur Lassalle d'avoir répondu à nos questions. Nous allons passer à la deuxième partie de la conférence maintenant avec les questions du public. Donc un membre des rencontres va passer avec un micro et lever la main si vous avez des questions à poser. Est-ce que vous permettez que je mette un petit gilet? Ah oui. Parce que les vertèbres me refroidissent. Est-ce que tu as le petit gilet, toi? Il enlève sa veste, il prend son temps, il prend son temps. Plaisir. Il a changé de veste ou il a un gilet? Alors, la question. Vous voyez, pour être président, il faut être comme les autres. Il faut ressembler aux autres. Merci. Alors, la question. Monsieur Lassalle, vous ne devriez pas être honoré d'être à Sciences Po Saint-Germain. C'est Sciences Po Saint-Germain qui devrait être honoré de vous accueillir aujourd'hui. Je le pense sincèrement. Bravo. Alors, comme ceci... Comme ceci n'est pas une question... Merci infiniment. Je crois que je n'ai jamais dans ma longue vie entendu une phrase qui me touche autant. Merci. Alors, ceci évidemment n'était pas une question. Comme souvent, j'ai deux questions. La première, vous avez eu la chance, enfin, surtout vous avez eu la motivation de faire un pèlerinage, faire le Tour de France, comme un berger justement. Alors j'aimerais justement savoir qu'est-ce que la marche vous apporte dans votre vie en tant qu'homme politique, parce que être au contact de toutes les régions, traverser la France pendant plusieurs journées, je sais que vous avez eu plein d'ampoules, que ça a été épuisant. J'aimerais que vous parliez un petit peu de cette expérience et de ce que ça vous a apporté en tant qu'homme politique. Et deuxième question qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir, si on parle plus de programme, vous souhaitez, comme beaucoup ici je le pense, accentuer, accélérer un processus de décentralisation. Alors que proposez-vous en termes d'idées concrètes, justement, pour que on s'inscrive dans ce processus de décentralisation politique? Donc ce que vous apporte la marche et des idées concrètes pour le processus de décentralisation politique. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, s'agissant de la première question, j'ai beaucoup appris et je pensais que j'apprendrais beaucoup de mon Tour de France. M'efforçant de conjuguer, comme doit le faire, je crois, un élu de la République, mon idée républicaine et laïque avec celle plus difficile et aléatoire de la foi. Je ne parlerai pas de pèlerinage, parce que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle passe devant chez moi. Pèlerinage pour la France. Voilà. Mais non, mais ça me permet de répondre, parce que tous vos mots sont bons dans votre question. Et il y aurait quelque chose à dire à propos de tous, pratiquement. Donc, moi, j'ai voulu faire un tour de France, d'abord pour aller à la rencontre des Français, ce qui me semblait être le minimum, à une époque où la France n'allait pas bien du tout. C'était le début du quinquennat de François Hollande, 2013-2014, et la France avait entendu François Hollande et l'avait choisi à Nicolas Sarkozy parce qu'elle avait le sentiment, une fois de plus, que ça changerait.
il avait entendu au Bourget, devant 60 000 personnes, parler de la finance internationale et du véritable cancer que c'était. Or, par quoi avions-nous commencé? Je ne dis pas qu'il fallait le faire, mais quand même, après avoir juré, craché, après avoir fait jurer, cracher tous les futurs députés, on avait commencé par voter, 5 jours après leur installation, le nouveau pacte européen, celui qui nous liait le plus, dans le fond. Sans la moindre discussion au Parlement, puisque Sarkozy ne l'avait pas fait. On avait même eu la chance d'avoir un référendum auquel le peuple avait répondu non à 54%, et que nous, députés et sénateurs réunis, avions été gratifiés. De quel droit, je ne le sais pas, à Versailles. Ça, nous l'avons payé très cher. Parce que jusque-là, il y avait de l'abstention. Mais l'abstention massive est née à ce moment-là. Et puis les Français ne comprenaient plus rien. Ils pensaient qu'il allait y avoir de vraies mesures à ce moment-là. Avec en plus un gouvernement socialiste qui affirmait, comme François Mitterrand l'avait fait en 1981. Eh bien, on commence par quelque chose qui était très important, mais qui nous a pris un temps fou, c'était le mariage pour tous. Et qu'est-ce que j'ai vu à la tribune de l'Assemblée nationale? D'un côté, des déclarations stratosphériques sur la différence entre les hommes et les femmes. Je n'en avais pas vu autant de ma vie. Je pensais que c'était assez complémentaire. Je savais que les femmes, mon Dieu, avaient été plutôt très maltraitées par l'histoire. Mais j'avais vu aussi mes grands-mères, maman, mes sœurs, et même ma fille, qui est avocate actuellement, à qui il ne fallait pas en compter. Voilà, j'avais vu donc il y avait tout ça. Mais autant de différences, je ne voyais pas. Et on ne pouvait plus dire un mot de ce qui était un peu normal, c'est-à-dire les mariages hétérosexuels. Voilà. Et ça a pris du temps, parce que ça nous a mené jusqu'au mois de mars, depuis la rentrée de septembre. Et là, on attaque, on décide, et ça m'a mené à la question d'après, qu'on abroge les départements. Et après, on élira un couple, alors qu'il ne fallait plus de couple, pratiquement, homme-femme, pour diriger le département. Et je sentais le climat d'exaspération à l'Assemblée elle-même. C'est-à-dire que d'habitude, à l'Assemblée, vous allez à la buvette, même si vous êtes traité de tout dans l'hémicycle, à la buvette, vous échangez quand même 2 mots. Et là, il y avait un silence pesant qui se faisait. S'il y avait un groupe de 2 ou 3, il se taisait immédiatement dès qu'un 4e arrivait, parce que comme s'il avait peur qu'on entende, vous savez, ces grandes périodes de méfiance qu'on doit retrouver certainement, qu'on a dû retrouver certainement pendant la longue période des retraites. Et moi, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que pensent les Français. Et en même temps, j'ai voulu poser un acte de résistance à ce changement de système à modèle, de modèle à système, de modèle à système. Eh bien, j'ai été, je dois dire, j'ai été marqué à vie, très impressionné. Parce que les hommes et les femmes, c'est par milliers, par dizaines de milliers, je ne sais pas combien que je les ai vus. En tout cas, pour sortir de la ville de Nancy un lundi matin, alors qu'il pleuvait, j'ai mis 7 heures, tellement il y avait de monde de part et d'autre sur les 2 trottoirs pour venir à ma rencontre. J'ai vu de tout, des préfets, j'ai vu un cardinal qui ne voulait pas dire la messe, parce qu'il n'y croyait plus. Vous voyez, donc, j'ai rencontré à peu près tout. Et puis ensuite, j'ai remis le tout à François Hollande, qui m'avait reçu 2 fois d'ailleurs. Et je lui ai dit, de toute façon, il y aura un problème cette année, ça a été les bonnets rouges. Ce serait trop long d'en parler, mais les bonnets rouges, si j'étais parti à cette époque-là, ça pouvait aller très loin. C'était en Bretagne.
Et moi, comme je passais en Bretagne à ce moment-là, j'ai permis les premières réunions et les premières réconciliations aussi. Voilà. Et puis, chez François Hollande, qui m'a reçu de midi et demi à 3h30, il avait la pierre un peu lourde en fin de truc. Et je lui dis, mais enfin François François Hollande me dit, mais tu sais Jean, ce que tu as vu là, mais on le sait tout ça. Hein. Je lui dis, mais tu le sais, mais alors pourquoi tu fais rien? Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, ah bon, on en est arrivé à ce point. Il me dit oui. Et alors, comme il a senti qu'il m'avait un peu piqué, après, il est venu me ramener comme un chef d'État sur, vous savez, le petit truc de l'Élysée, là, hein, l'entrée principale quand même. Et là, il y avait un jeune homme qui s'intéressait à tout. Alors, tout l'intéressait. Et finalement, je lui dis, mais toi, qui tu es? Mais tu es un stagiaire de l'ENA? Parce qu'il y avait des stagiaires, il y en a toujours, des stagiaires de l'ENA dans les préfectures ou ailleurs. Il me dit, non, je suis le nouveau secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et il était très intéressé par ma marche. Et 2 ans après, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il s'est levé, il a fait 2 fois le tour du salon, comme ça, vous voyez, 2 fois. Hein. Il a dit, en marche, et ça a marché. Voilà, je n'en dis pas plus, ceux qui ont compris ont compris. Et il avait pris à peu près quand même tout ce que j'avais écrit. Si vous voulez le découvrir, c'est à la rencontre des Français, au Cherche-Midi, je raconte tout ça. Alors, en matière de décentralisation, c'est très simple. Je compare notre pays, comme d'ailleurs je pense tous les autres pays, mais le nôtre en particulier, parce que le nôtre est très sensible. Il a un système nerveux très développé dans toutes les parties de ce pays béni des dieux. Vous imaginez un pays baigné par mers et océans, avec des montagnes pile où il les faut, un bassin parisien là où il le fallait, un bassin rhodanien, idem. Tout survole la France. Elle est à la croisée des mers. Tout est possible dans ce climat tempéré. Même s'il a tendance à changer un peu, mais je pourrais en parler aussi. Voilà. Et ce pays a besoin qu'il puisse respirer à plein poumon partout. Et pour ce faire, il a besoin d'une démocratie très vivifiante à tous les stades et à tous les niveaux. Donc, nous avions cela avec les communes. Alors on disait il y en a 36 000, etc. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec 36 000 communes? On a mis beaucoup moins de temps que tous les autres à électrifier la France entière, parce que c'est les communes qui s'en sont occupées, en créant des syndicats qui, en prélevant un tout petit pouce de rien du tout sur le compteur installé, a fait le Fonds national de l'électricité. La même chose pour l'assainissement. Et là, j'ai été ingénieur conseil, je me suis beaucoup occupé de ça, donc je le connais aussi très bien. J'ai eu 10 ingénieurs. On avait réussi. Et on a décidé de créer de grandes communautés de communes qui ont, comment je dirais, aspiré et asphyxié les communes. On a fait d'immenses régions où rien ne se passe, qui ne portent aucune caractéristique particulière de ce qu'elles sont. Alors que moi, j'aurais plutôt fait les provinces. Donc pour moi, c'est simple, c'est abolir les lois sur la loi NOTRe, surtout, qui a fait le plus de mal, et puis rétablir la commune, la capacité pour les communes de s'organiser entre sœurs et voisines, si elles le veulent, mais aussi de pouvoir se séparer si ça ne va pas, parce qu'il faut le faire dans de bon climat, et puis les provinces, et garder surtout le Conseil général. Parce qu'avec le président du Conseil général, le préfet qui représente l'État, et le maire, vous régliez quasiment tous les problèmes. Il y en a une là-bas, je vois. Mais je pense qu'il va falloir peut-être arrêter parce que je sens un exode rural massif.
ou un exode, parce qu'à partir d'un certain moment, vous savez, on ne sait plus quoi faire. Mais vous le savez. Alors, mes réponses sont un peu longues. Ben, peut-être qu'il va en rester quelques-uns, on va voir. Oui. Bon, c'est normal. Hein. Alors, qui c'est qui voulait... à qui donnez-vous la parole, hein? Bon, ça veut dire que je ne peux pas te répondre aussi longuement. Où est-ce que tu es, toi? Ah oui, il est là. Oui, bonjour. Ouais, c'est bon, vous m'entendez, c'est bon. Bonsoir Monsieur Lassalle, merci pour votre intervention. J'ai une petite question, mais en revenant un peu plus sur votre parcours politique législatif, et notamment sur la création de votre parti politique. J'aurais aimé que vous nous en parliez un petit peu plus, à savoir un petit peu nous évoquer le contexte de création de ce parti politique et peut-être nous partager également un regard un petit peu rétrospectif sur comment le parti a pu se développer et la vision que vous en avez aujourd'hui. Je vous remercie. Il m'était insupportable de rester au MoDem, auquel j'avais cru parce que je pensais qu'une troisième voie, c'était une bonne idée pour notre pays. Parce que je pensais que les choses n'avaient pas autant changé dans le monde devenu planétaire et financiarisé à outrance, même si je n'en ai dit qu'un mot. Par conséquent, j'aurais quitté le Parti socialiste si j'y avais été, les Républicains si j'y avais été, je crois que j'aurais quitté tous les mouvements. Et d'ailleurs, je n'aurais fait qu'anticiper, parce que ce qu'on fait, c'est ce qu'ont fait tous les militants, et que font progressivement tous les députés, tous les élus de ces partis-là. C'est des partis moribonds. Ils ne répondent plus à la réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça que même mes enfants, qui ont participé à mes 2 campagnes électorales, sauf l'aîné qui jouait au rugby professionnel, donc il ne pouvait pas se libérer, sont très très sévères à l'égard de la politique. Et d'ailleurs, je me demande s'il y en a un seul qui vote. Mais en fait, ça c'est une autre histoire. Sauf quand je suis candidat quand même. Ce que j'avais le plus entendu pendant mon tour de France, puis ensuite pendant le tour d'Europe, parce que j'ai fait un tour d'Europe après, pas à pied, hein, mais j'ai visité 15 pays. Vous imaginez, il faut avoir quand même une famille solide pour résister à de telles initiatives. Mais j'avais envie de voir comment ça se passait ailleurs, et c'était à peu près la même chose partout. Ce que j'ai le plus entendu, c'est il faut résister. Et quand j'avais fait le tour d'Europe aussi, je voyais des mouvements qui naissaient. Ils ne voulaient pas tout mettre par terre. Ils ne voulaient pas que le sang coule à flot. Mais ils voulaient, par une forme de résistance au système, le pousser à changer. Seulement, les choses ne sont pas si simples. Quand le système s'est installé partout et qu'il apporte plus souvent qu'à son tour mélancolie, tristesse, manque de joie, alors que la vie est un bonheur, la vie est un printemps, la vie est une joie. Et ce n'est pas ce que l'on ressent le plus aujourd'hui. Je me suis dit, il faut créer un mouvement dont l'esprit soit celui de la résistance. Mais en essayant d'en éviter, parce que fort heureusement, nous ne sommes pas encore assignés à résidence, même si nous n'en sommes pas loin. Mais c'est un éveil par les consciences, c'est un éveil par la réflexion, par une intelligence retrouvée, par l'instruction que vous êtes en train d'acquérir. Et vous savez ce que je rêvais de faire à votre âge? Je rêvais de faire sciences politiques, parce que ça avait été créé. Je trouvais que c'était formidable d'apprendre la politique.
je pensais qu'on devait apprendre ça, eh bien de retrouver la vraie politique, celle où l'on se sert du verbe, où l'on se sert de la plume, de ce qui nous distingue et différencie du règne animal, pour permettre d'exprimer ce que nous avons de meilleur, y compris dans la manière de dire non, non, non et non. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas ce chemin-là. Et vous, les jeunes, je le dis, heureusement que vous êtes là. C'est vous qui changerez. Je vous accompagnerai autant que je pourrai dans votre chemin pour que vous retrouviez tout ce que nous avons connu. Parce que moi, je peux vous dire, j'étais très heureux de mes 20 ans. Je n'avais pas un sou en poche, mais je n'étais pas misérable. Marqué, je n'en ai toujours pas d'ailleurs aujourd'hui, mais enfin, c'est toute histoire. Il y avait quand même un sentiment de beaucoup plus grande liberté. Voilà. Donc voilà pourquoi. Résistons. Les portes sont largement ouvertes. Alors nous apprenons. C'est pas facile. Parce que en rentrant en politique, vous apprenez tous les vices dont peut être capable un homme ou une femme. Et vous n'apprenez aucune vertu. Vous apprenez comment écraser le voisin, comment essayer de le minimiser, comment faire en sorte qu'il n'ait pas trop d'influence, etc. Comment essayer de devenir célèbre. Mais la célébrité, vous l'acquérez parce que soit vous êtes riche, soit parce que vous êtes fils d'eux, peut-être de temps en temps, ou parce que vous y consacrez votre vie. En essayant d'être le plus ressemblant à ce que vous aspirez au plus profond de vous-même, à être. Être ou ne pas être. Bien que vos questions soient nombreuses, on manque de temps, donc on va passer à la dernière question. Oui, monsieur Lassalle, merci beaucoup pour votre présence. Et c'est pour savoir si vous pouviez revenir sur la financiarisation dont vous avez parlé et qui semble peut-être vous tenir à cœur. Et j'avais aussi une autre question, accessoirement, qui, j'ai cru comprendre dans une interview que vous aviez donnée aux médias Blast lors de la campagne 2022, que vous disiez que le système de la Ve République n'était pas à changer. Et pourtant, lorsqu'on voit aujourd'hui l'usage qui est fait justement de la Constitution par l'intermédiaire de l'article 49.3, on peut se poser la question de la viabilité de cette Constitution que pourtant vous estimez pertinente. Merci. La première, pardon Oui, juste votre avis sur la financiarisation, éventuellement les politiques pour remédier à ce cercle vicieux. Alors je vais commencer par la seconde sur la République. Je le dis avec la même franchise que je me suis exprimé devant vous, et encore une fois, merci de m'avoir invité, car je oublierai de le faire. Merci, mademoiselle, d'avoir proposé la dernière question. Oui, la Ve République, au fond, a fait la synthèse des expériences politiques que nous avions connues jusqu'en 1958. Et les 4 premières républiques, avec la Constituante, bien tenant compte aussi de la longue période de monarchie qu'il y avait eu auparavant, comme partout ailleurs. Et cette République se voulait souple, à la fois donnant un rôle important au président, parce que d'une certaine manière, la France a aimé les rois, même si elle a coupé la tête. Mais elle aime ces nouveaux rois, mais elle sait qu'elle peut leur couper la tête quand il faut. Et puis on a mis des textes qui d'ailleurs les coupent automatiquement, ce qui sera quelque part le malheur de monsieur Macron. Mais parce que pour continuer à représenter quelque chose, il faut être en capacité de pouvoir se représenter pour que le peuple juge. Or, quand c'est des textes qui décident à votre place, or ça, c'était pas prévu dans la Constitution.
quelque part, le peuple est déjà amputé d'une partie très importante de son pouvoir. C'est à lui qu'il appartient de dire oui ou non. C'est une république qui permet aussi une activité parlementaire intense. Et c'est une république qui a mis des articles, des alinéas qui permettaient à une majorité ou à une majorité relative de mettre en œuvre sa politique à condition, mais partout, c'est très finement ciselé, à condition que le gouvernement qui présente le texte ne soit pas mis en minorité par une motion de censure. C'est pour ça que la motion de censure est si importante. Et c'est pour ça qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut à M. Macron. Et il y a beaucoup à lui reprocher. Et moi, je dirais encore peut-être plus que les autres. Mais il a suivi la République. Le problème, c'est que nous nous sommes complètement éloignés de l'esprit de la République. Et ce faisant, nous nous sommes singulièrement coupés même de l'État que nous devrions incarner. Parce qu'en France, ou plutôt la France, s'est construite autour des rois d'abord, puis d'un État qui est né. Et l'État devait être au service du peuple et des citoyens. Et puis, à l'époque, il y avait aussi Dieu. Alors là, lui, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Donc, on est avec le président et puis le peuple. Et la cinquième. Mais c'est l'État. Si j'avais été élu, j'aurais reconstruit un État moderne, plus léger. J'aurais supprimé quelques bons paquets de hauts fonctionnaires dans les ministères qui ne servent à rien. Ils se marchent sur les pieds, ils s'énervent entre eux, etc. C'est pas la peine. J'en aurais mis là où il faut qu'il y en ait davantage pour encadrer, notamment pour retrouver l'esprit d'irrigation du sang, j'y ajouterai, parce que nous avons un système sanguin très développé, et du système nerveux de la France, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aurais fait en sorte que la France redevienne assez rapidement, retrouve le minimum de souveraineté qu'il faut pour exister. Et puis, j'aurais voté un budget dont 5% au moins aurait été consacré à la recherche. Parce que ce n'est pas normal que nous soyons devenus, nous qui avons été les pionniers en matière de télévision, d'automobile, d'avion, de train, tout ce que vous voulez. On aurait pu trouver l'énergie renouvelable de demain, c'est à mon avis le solaire. Mais nous n'avons plus rien comme budget de recherche. Et lorsque vous recherchez, c'est un peuple entier qui recherche. Donc, mon père disait souvent, et j'ai beaucoup admiré, c'est le seul homme que j'admirais, papa. Il me disait, mauvais outil, mauvais ouvrier. C'est parce qu'on se sert très mal de la République et qu'on veut la faire fonctionner, alors que précisément, nous nous comportons comme, non pas des hommes et des femmes investis par le peuple, mais parce que nous nous comportons comme des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à leur carrière et qu'à leur propre réussite. Et c'est encore plus complexe que ça, que la République ne sait pas mener ça. Ce n'est pas une sixième qui la changera. Ce n'est pas le fait de donner plus de pouvoir aux chambres ou pas. Non, je pense qu'elle est très équilibrée et c'est pour ça qu'il faut, je pense, la garder. Alors la financiarisation, eh bien, elle est venue du fait que nous avons tous baissé la garde. C'est-à-dire que Confucius aurait dit, mais je n'y étais pas, la finance doit être au service de l'homme et non pas l'inverse. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est passé.
Et le problème, c'est que le phénomène de mondialisation, tous les moyens qui ont été mis en œuvre depuis 20 ou 30 ans maintenant et qui conduisent à une espèce de vision mondiale en permanence. Je sais bien qu'il faut en avoir une. Mais lorsque vous vous occupez de tout, mais que vous ne vous occupez même plus des vôtres, de vos parents, de vos amis, eh bien, il ne faut pas être étonné de voir dans quelle solitude morale vous vous trouvez soudain. Et la thune, elle part. Vos usines sont vendues. Et si j'ai fait la grève de la faim, c'est parce qu'au moment où je la faisais, nous perdions 400 000 entreprises en France et nous ne les avons jamais retrouvées. Nous avons tout laissé vendre. Opération portes ouvertes. Et je crois que c'est un peu ça, l'esprit de la financiarisation, c'est-à-dire d'immenses capitaux. Prenons par exemple en France LVMH, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire le luxe de M. Arnault, Bernard Arnault. Hein. Il possède aussi quelques chaînes de télévision et quelques journaux, je crois. Hein. C'est quand même étonnant qu'un pays aussi libre d'esprit ait concentré tous ces médias, c'est-à-dire son devoir d'informer, à des milliardaires qui n'ont qu'une idée en tête, restreindre l'information pour qu'elle soit toujours à leur avantage. Et c'est un des problèmes de la mondialisation. Il peut y avoir de bons aspects si l'homme retrouve la civilisation. Oui, mais pour retrouver la civilisation, il faut savoir d'où l'on vient. Et il faut savoir que jusqu'au moindre village, il y a souvent un petit ruisseau ou un gave ou un grand cours d'eau qui coule. Et qu'il y a aussi un petit arbre qui peut vous permettre de vivre où vous voulez. Et que si vous voulez changer, vous pouvez transformer l'arbre en pirogue et remonter le cours pour aller au bout du monde. C'est ça, la longue histoire des hommes. C'est cette histoire-là que nous devons retrouver, l'homme qui retrouve l'homme. Je vous remercie.